Mademoiselle Helena Dubois, appela la secrétaire, au regard sévère dans le salon d'attente du château de Fontainebleau. Monsieur Marcus Delacroix vous reçoit. Helena redressa sa simple robe noire et serra plus fort son vieux sac à main en cuir. C'était sa dernière chance. Après avoir été refusée par 5 autres familles, elle avait désespérément besoin de ce travail. Les frais de scolarité de sa fille Sophia étaient dus la semaine prochaine, et leur propriétaire n'allait pas attendre beaucoup plus longtemps pour le loyer. Le bureau était plus grand que son appartement parisien. Marcus Delacroix, un homme grand aux yeux froids, ne leva même pas les yeux de ses papiers à son entrée. « Vous postulez pour le poste de soignante » déclara-t-il sèchement. « Oui, monsieur, j'ai 3 ans d'expérience et ma grand-mère m'a appris des soins traditionnels. »« Économisez-vous » la coupa Marcus. « Pouvez-vous vous occuper des soins d'hygiène de base d'un paraplégique? Le bain, l'échange, ce genre de choses ?» Helena hocha la tête. « Oui, monsieur. J'ai travaillé avec plusieurs patients à mobilité réduite. Et vous comprenez que la discrétion est absolue? Ce qui se passe dans cette maison reste dans cette maison? Bien sûr, monsieur. » Marcus leva enfin les yeux, ses regards la parcourant des pieds à la tête. « Vous êtes engagé. Madame Lefebvre vous montrera vos quartiers. Vous commencez demain, 6 heures précises. » Helena cligna des yeux, surprise. « Je ne peux pas habiter ici. J'ai une fille. Alors vous n'êtes pas engagé. » lança Marcus, se retournant déjà vers ses papiers. Le cœur d'Helena s'emballa. Elle pensa à Sophia, à l'avis d'expulsion collé à leur porte. « Attendez, ma fille, pourrait-elle rester ici aussi? Elle est très calme, très bien élevée. Elle a 7 ans. » La mâchoire de Marcus se serra. Il prit son téléphone. Lefebvre, la nouvelle employée, a une enfant. Déblayez la petite chambre à côté des quartiers du personnel. Il raccrocha sans attendre. De réponse. Une erreur, une plainte de la fiancée de mon frère. Et vous êtes toutes les deux dehors. Compris. Helena hocha rapidement la tête. Quand puis-je rencontrer monsieur Victor Delacroix? Une étrange expression traversa le visage de Marcus. Mon frère ne reçoit pas de visiteurs. Vous vous occuperez de lui, mais n'attendez pas de conversation. L'accident l'a changé. Il est différent maintenant. Alors qu'Helena suivait madame Lefebvre, la gouvernante âgée, à travers l'immense maison, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Le château semblait froid, sans vie. Les photos de famille qui bordaient autrefois les murs avaient été enlevées, laissant des rectangles plus clairs sur le papier peint coûteux. « Voici votre chambre », dit madame Lefebvre en ouvrant une porte révélant une chambre modeste mais propre. « Et votre fille peut prendre celle-ci. » Elle pointa une chambre encore plus petite à côté. Salle de bain partagée avec le reste du personnel. Cuisine interdite sauf aux heures des repas. Quand devrais-je apporter nos affaires? Ce soir. Et mademoiselle? Le visage sévère de madame Lefebvre s'adoucit légèrement. Méfiez-vous de mademoiselle Moreau. La fiancée de monsieur Victor n'aime pas... Enfin, méfiez-vous simplement. Ce soir-là, alors qu'Helena faisait ses bagages dans son petit appartement, Sophia bondissait d'excitation. Est-ce comme un château, maman? Y a-t-il une piscine? Y aura-t-il d'autres enfants avec qui jouer? Helena serra sa fille dans ses bras. Mi amor, souviens-toi de ce dont on a parlé. C'est le travail de maman. Nous devons être très calmes, très respectueuses. L'homme dont je m'occupe est très malade. Je serai sage, maman, je le promets. En regardant le visage innocent de sa fille, Helena pria pour avoir pris la bonne décision. Mais quelque chose dans les yeux froids de Marcus Delacroix et les photos de famille manquantes la mettait mal à l'aise. Dans quoi s'était-elle exactement embarquée? Le lendemain matin arriva trop vite. Helena se tenait devant la suite parentale, les mains tremblant légèrement lorsqu'elle frappa. « Entrez !» appela une voix féminine. La chambre était immense, avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur des jardins paysagers. Mais l'attention d'Helena fut immédiatement attirée par l'homme couché dans le lit d'hôpital. Victor Delacroix était parfaitement immobile. Son corps autrefois puissant diminuait. Ses yeux étaient ouverts mais vides, fixant le néant. À côté de lui se tenait une femme qui aurait pu descendre d'une couverture de magazine. Sa robe de créateur coûtait probablement plus que ce qu'Helena gagnait en un an. « Vous êtes la nouvelle aide ?» Le nez parfait de la femme se fronça légèrement. « Je suis Isabella Moreau, la fiancée de Victor. Le docteur Dubois sera là sous peu pour vous donner des instructions. N'essayez rien de créatif. Suivez simplement les ordres. » Helena se rapprocha du lit. « Bonjour, monsieur Delacroix. Je suis Helena. Je vais m'occuper de vous. » Pas de réponse. Pas même un éclair de reconnaissance. « Ne vous embêtez pas, » dit Isabella en vérifiant son maquillage dans un miroir de poche. « Il est comme ça depuis l'accident, complètement absent. Le docteur Dubois dit que c'est probablement permanent. » Mais quelque chose attira l'attention d'Helena.
Alors qu'Isabella parlait, elle vit la main de Victor trembler, légèrement, et était-ce de la tension autour de ses yeux? Avant qu'elle puisse regarder de plus près, la porte de la chambre s'ouvrit. Une femme aux traits fins en blouse blanche entra portant une trousse médicale. « Docteur Dubois, » dit Isabella, « veuillez montrer à la nouvelle fille ce qu'il faut faire. J'ai un déjeuner de charité. » Elle partit sans même jeter un coup d'œil à Victor. Les instructions du médecin étaient froides, cliniques. Hygiène de base, alimentation, retournement pour éviter les escarres. N'essayez pas de le faire participer. A-t-elle prévenu? Cela ne fait que le confondre. Limitez au minimum les interactions. Mais alors qu'Elena aidait à tourner Victor pour ses soins du matin, elle remarqua autre chose. Ses muscles n'étaient pas aussi atrophiés qu'ils devraient l'être pour quelqu'un qui était immobile depuis des mois. Et lorsqu'elle le touchait, il y avait certainement une réaction, subtile, mais présente. Ce soir-là, après avoir couché Sofia dans leur petite chambre, Elena s'assit pour examiner les dossiers médicaux de Victor. Quelque chose ne collait pas. Selon les rapports, il avait subi de graves lésions cérébrales à la suite de l'accident. Mais les brefs moments de conscience qu'elle avait remarqués racontaient une histoire différente. Regardant par sa fenêtre les jardins sombres en contrebas, Elena prit une décision. Elle allait observer, attendre et documenter tout ce qu'elle voyait. Sa grand-mère avait toujours dit que la guérison commençait par la vérité, et elle avait le sentiment que la vérité était exactement ce qui manquait dans cette maison. Ce qu'elle ne savait pas alors, c'est que sa décision allait révéler un réseau de mensonges qui allait changer non seulement sa vie, mais aussi la vie de tous ceux qui se trouvaient au château de Fontainebleau. Et tout commencerait demain, matin, dans une salle de bain, avec une découverte qui la secouerait jusqu'au fond de l'âme. Le lendemain matin commença comme tous les autres, au château de Fontainebleau. Elena arriva dans la chambre de Victor à 6 heures précises, poussant son chariot médical. Isabella était déjà partie pour sa séance de yoga du matin, qui, selon les ragots du personnel de maison, impliquait généralement des mimosas et du shopping. « Bonjour, monsieur Delacroix », dit Elena joyeusement en entrant. Pas de réponse, comme prévu, mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, elle lui donnerait son premier bain sous ses soins. Avec une efficacité douce, elle prépara tout le nécessaire. La salle de bain était plus grande que tout son ancien appartement, entièrement en marbre et en or. Alors qu'elle commençait à aider Victor à sortir du lit à l'aide du lève-malade, quelque chose attira son attention. Sa main saisit le drap, pas une crampe, une prise délibérée. Le cœur d'Elena s'emballa, mais elle garda sa voix décontractée. « Ne vous inquiétez pas, monsieur Delacroix, je serai très prudente. » Une fois dans la salle de bain, elle commença à lui enlever son pyjama. C'est alors qu'elle le vit. Des larmes, de vraies larmes qui roulaient sur son visage. Et ses yeux, ils n'étaient plus vides. Ils étaient remplis de honte, de conscience et de quelque chose d'autre, de peur. Elena prit une décision en une fraction de seconde. Elle se pencha, chuchotant « Pouvez-vous me comprendre, monsieur Delacroix ?» Si oui, clignez 2 fois des yeux. 2 clignements distincts. Ses mains tremblaient alors qu'elle faisait semblant de régler la température de l'eau. « Vous êtes-vous drogué ?» chuchota-t-elle. 2 clignements. Savent-ils que vous êtes conscient? Un clignement pour non. L'esprit d'Elena s'emballa. Elle devait documenter cela, mais il y avait des caméras partout dans la maison. Elle devait être prudente. « Je vais vous aider », chuchota-t-elle. « Mais vous devez me faire confiance, et nous devons être très très prudents. Clignez 2 fois des yeux si vous comprenez. 2 clignements, et quelque chose d'autre, la plus légère pression de sa main. Ce moment a tout changé. Alors qu'Elena le baignait, elle poursuivait un monologue normal et professionnel pour les caméras, mais son esprit travaillait à plein régime. À qui pouvait-elle faire confiance? À la police? Mais Marcus Delacroix avait la moitié des forces de la ville dans sa poche. Aux médias? Isabella allait déformer l'histoire. Elle avait besoin de preuves. Au cours de l'heure suivante, alors qu'elle suivait la routine matinale, Elena commença à reconstituer les choses. Le médicament que le docteur Dubois insistait pour administrer personnellement. La façon dont Isabella et Marcus empêchaient toutes les autres visites. La procuration pratique que Marcus détenait maintenant. Il gardait Victor prisonnier dans son propre corps. Ce soir-là, après que Sofia se soit endormie, Elena sortit le vieux carnet de sa grand-mère. À l'intérieur se trouvaient des recettes de soins traditionnels, des techniques de physiothérapie transmises de génération en génération. Elle avait toujours eu honte des méthodes traditionnelles de sa grand-mère auparavant. Maintenant, elle pourrait être le seul espoir de Victor. Mais alors qu'elle planifiait, elle ne remarqua pas l'ombre qui passa devant sa fenêtre. Quelqu'un d'autre dans le château
avait aussi des secrets, et il ferait tout pour les garder cachés. Le lendemain matin, Elena trouva son chariot médical trafiqué. Un avertissement. Il surveillait, mais lorsqu'elle entra dans la chambre de Victor et vit l'espoir dans ses yeux, elle sut qu'elle ne pouvait pas reculer. Il ne s'agissait plus seulement d'un travail, il s'agissait de sauver la vie d'un homme. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa fille de 7 ans faisait déjà partie de l'histoire. Sofia, avec la sagesse innocente d'une enfant, avait vu ce que les adultes avaient manqué. Et bientôt, elle jouerait un rôle crucial dans la révélation de la vérité. Mais d'abord, Elena devait découvrir exactement ce qu'il donnait à Victor. Et cela signifiait avoir accès au sac médical privé du docteur Dubois, une tâche qui pourrait lui coûter non seulement son emploi, mais aussi sa liberté. Le jeu était lancé, et les enjeux étaient plus élevés qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Sofia adorait explorer la grande maison. Même si maman lui avait dit de rester calme et à l'écart, elle ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil dans toutes les pièces intéressantes. Les adultes ne la remarquaient jamais. Elle était douée pour être invisible quand elle le voulait. C'est ainsi qu'elle le trouva. L'homme triste, dans le grand lit. Elle n'était pas censée être à cet étage, mais elle avait suivi un joli papillon à travers une fenêtre ouverte. La porte de sa chambre était entr'ouverte. Sofia jeta un coup d'œil. « Bonjour », dit-elle doucement en entrant. « Je suis Sofia, ma maman s'occupe de vous. » L'homme dans le lit ne bougea pas, mais Sofia ne se laissa pas berner. Elle avait déjà joué à ce jeu à son ancienne école quand Jason Martin faisait semblant de dormir pendant la sieste. Elle alla jusqu'au lit. « Vous ne dormez pas vraiment. Vos yeux bougent quand vous entendez des choses. » Tout comme Jason. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis, lentement, les yeux de l'homme se fixèrent sur elle. Sofia sourit. « Je le savais. Maman dit que vous êtes malade, mais vous n'avez pas l'air malade. Vous avez l'air triste. » Une larme coula sur la joue de l'homme. « Ne pleurez pas, » dit Sofia en sortant son éléphant en peluche préféré de sa poche. « Monsieur Trompe me fait toujours sentir mieux quand je suis triste. Vous pouvez l'emprunter. » Elle glissa le petit éléphant à côté de sa main. C'est alors qu'elle remarqua la tasse à médicaments sur la table de chevet. « Mon amie Chloé à l'école prend aussi des médicaments, mais ces médicaments ne la rendent pas somnolente comme les vôtres, et ce n'est pas la même couleur. » Les yeux de Victor s'écarquillèrent légèrement. « Je peux aider, » dit Sofia avec enthousiasme. « Je suis vraiment douée pour aider. Dans notre ancien appartement, j'aidais souvent Madame Dupont d'à côté. Elle m'a appris à préparer du thé avec des herbes spéciales qui la faisaient se sentir mieux. » Elle entendit des pas dans le couloir et se cacha rapidement derrière les rideaux. Le docteur Dubois entra portant son sac médical. « Il est temps de prendre vos médicaments, monsieur Delacroix, » dit le médecin. De sa cachette, Sofia regarda le docteur Dubois ajouter quelque chose dans un verre d'eau. Cela rendit l'eau légèrement trouble. Elle le posa sur la table de chevet et partit, sans même aider Victor à le boire. Sofia attendit que les pas s'éloignent. Puis elle sortit et regarda le verre. « Ce n'est pas un bon médicament, » déclara-t-elle. « Les bons médicaments n'ont pas cet aspect. Je vais le dire à maman. » Les yeux de Victor la suppliaient. « Ne vous inquiétez pas, » chuchota Sofia. « Je suis douée. Pour garder les secrets aussi, je ne dirai rien à personne d'autre. » Ce soir-là, Sofia attendit que maman ait fini d'écrire dans son carnet spécial. « Maman, » dit-elle prudemment, « vous connaissez l'homme dont vous vous occupez ?» Elena leva les yeux brusquement. « Sofia, tu n'as pas dérangé monsieur Delacroix, n'est-ce pas ?»« Non, maman. Mais j'ai vu quelque chose aujourd'hui. La dame médecin met quelque chose dans son eau qui la rend trouble, et cela le rend très somnolent, mais il ne dort pas vraiment tout le temps. Il fait juste semblant. » Les mains d'Elena se figèrent. « Que veux-tu dire, mi-amor? Il peut tout voir et tout entendre. Il ne peut tout simplement pas beaucoup bouger. Ça ne fonctionne pas correctement. » Elena serra Sofia dans ses bras. « Mi-amor, c'est très important. Quelqu'un t'a-t-il vu dans sa chambre ?» Sofia secoua la tête. « Je suis silencieuse comme une souris, comme tu m'as appris. Et j'ai laissé monsieur Trompe avec lui pour qu'il ne soit pas seul. Ton éléphant? Mais tu ne peux pas dormir sans lui. Ça va, maman. Monsieur Delacroix a plus besoin de lui que moi en ce moment. » Elena sentit des larmes monter à ses yeux. L'innocente gentillesse de sa fille pourrait bien leur avoir donné la percée dont ils avaient des besoins. Le lendemain matin, Elena trouva monsieur Trompe soigneusement caché sous l'oreiller de Victor. Et à côté de l'éléphant se trouvait autre chose. Un morceau de papier déchiré d'un magazine. Victor avait réussi à le saisir juste assez pour le déchirer. On y voyait une publicité pour un médicament. Le même médicament que le docteur Dubois lui donnait. Elena mit rapidement le papier dans sa poche.
Maintenant, elle avait quelque chose de concret à rechercher, mais ils n'étaient pas les seuls à faire des découvertes. Marcus Delacroix avait remarqué quelque chose qui manquait dans la chambre de son frère, le regard vide habituel. Et Isabella Moreau devenait suspecte quant à la raison pour laquelle son fiancé semblait plus alerte pendant l'écart d'Elena. La partie devenait plus dangereuse. Et maintenant, Sofia était impliquée aussi. Ce soir-là, alors qu'Elena couchait Sofia, sa fille demanda « Maman, pourquoi les méchants font-ils des mauvaises choses ?» Elena caressa les cheveux de sa fille. Parfois, les gens sont tellement concentrés sur ce qu'ils veulent qu'ils oublient ce qui est juste. Comme la méchante dame aux jolies robes, elle n'aime pas vraiment Monsieur Delacroix, n'est-ce pas? Comment le sais-tu, mi Amor? Parce que l'amour signifie que tu prends soin de quelqu'un même quand c'est difficile, comme tu prends soin de moi. La méchante dame ne le regarde même pas. De la bouche des bébés, pensa Elena. Sofia avait vu à travers le jeu d'Isabella. Mais Sofia n'avait pas fini de les surprendre. Le lendemain, elle fit quelque chose qui allait tout changer. Quelque chose de si simple et pourtant si puissant qu'il allait briser les fondations du plan. Soigneusement élaboré de Marcus et Isabella, il lui fallut seulement des crayons de couleur, une feuille de papier et la détermination d'une enfant de 7 ans pour aider quelqu'un dans le besoin. Tout commença avec une boîte de crayons, de couleur et une feuille de papier. Sofia était restée tranquillement assise dans la chambre de Victor pendant le quart de sa mère, dessinant des images comme elle le faisait toujours. Mais cette fois était différente. « Regarde, monsieur. Delacroix, dit-elle en montrant son dessin. C'est toi et c'est la dame médecin qui met le mauvais médicament dans ton eau. Et ce sont toutes les bouteilles qu'elle garde dans son sac spécial. » Les yeux de Victor s'écarquillèrent d'alarme. L'enfant avait tout dessiné. La forme distincte des bouteilles, les pilules de différentes couleurs, même la manière spéciale dont le docteur Dubois mélangeait les médicaments. « Sofia !» s'écria Elena horrifiée. « Qu'est-ce que tu… » Mais elle le vit aussi. Sa fille avait involontairement créé des preuves. Le dessin montrait des détails que seule une personne ayant assisté à l'administration quotidienne du médicament pourrait connaître. « Mi amor », dit Elena prudemment, « pourrais-tu faire un autre dessin? Montre tout ce que tu as vu faire à la dame médecin. » Sofia hocha la tête avec empressement. « Puis-je utiliser mes crayons de couleur à paillettes spéciaux ?» Au cours de l'heure suivante, Sofia créa plusieurs dessins. Chacun montrait quelque chose d'important. Les appels téléphoniques secrets du docteur Dubois dans les jardins, Marcus parcourant des papiers dans le bureau de Victor tard, dans la nuit, Isabella rencontrant des hommes étranges lorsqu'elle pensait que personne ne la regardait. Et celui-ci, dit Sofia en montrant son dernier dessin, c'est d'hier. La méchante dame criait au téléphone à propos de quelque chose appelé « pouvoir de tournoi ». « Pouvoir de procuration », corrigea automatiquement. Elena, l'esprit en ébullition. À ce moment-là, ils entendirent des pas s'approcher. Elena ramassa rapidement les dessins, mais dans sa hâte, un tomba derrière le lit de Victor. Isabella entra en trombe, ses talons aiguilles claquant sur le sol en marbre. « Que fait cet enfant ici ?» demanda-t-elle. « Ce n'est pas une garderie. Je suis désolée, mademoiselle Moreau, dit rapidement Elena. Elle était juste… Faites-la sortir. Maintenant. » Le maquillage parfait d'Isabella ne pouvait pas cacher sa rage. « Et vous devez la tenir éloignée de cet étage. Compris ?» Elena emmena rapidement Sofia, serrant les dessins contre sa poitrine. Mais celui qui était tombé, le plus dommageable, montrant le docteur Dubois mélangeant les médicaments, resta derrière le lit de Victor. Plus tard dans la nuit, pendant que le château dormait, Madame Lefebvre nettoyait la chambre de Victor lorsqu'elle trouva le dessin. La vieille gouvernante le regarda longtemps. Puis elle fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait en 30 ans de service. Elle fouilla dans le sac médical du docteur Dubois pendant que la médecin était au dîner. Ce qu'elle trouva confirma ses pires craintes. « Mademoiselle, dit-elle en frappant à la porte d'Elena tard dans la nuit, nous devons parler. » Madame Lefebvre avait travaillé pour la famille Delacroix pendant 3 décennies. Elle avait vu Victor grandir et elle avait remarqué des changements après l'accident. « Le médicament qu'elle lui donne, dit Madame Lefebvre en montrant à Elena une photo qu'elle avait prise avec son vieux téléphone à clapet. « Je l'ai reconnu parce que ma sœur a reçu la même chose à l'hôpital. Ce n'est pas pour la paralysie. C'est pour garder les patients sédatés pendant de longues interventions. » Les mains d'Elena tremblaient lorsqu'elle regarda la photo. « Ils le maintiennent drogué exprès. Mais pourquoi ? L'argent, mademoiselle. Suivez toujours l'argent. » Madame Lefebvre sortit une coupure de presse. 2 semaines avant l'accident, Monsieur Victor était sur le point de fusionner l'entreprise avec son principal concurrent. Cela aurait rapporté des millions. Mais Monsieur Marcus était contre. Il a dit que cela signifierait perdre le contrôle de l'entreprise familiale. « Et Isabella,
Quel est son rôle dans tout ça? Celle-là, le visage de Madame Lefebvre se durcit. Elle faisait pression pour un contrat prénuptial qui lui donnerait le contrôle de 30% de l'entreprise si quelque chose arrivait à Monsieur Victor. Les papiers n'ont jamais été signés, mais avec lui incapable, un bruit dans le couloir les fit toutes les deux se figer. Quand rien ne suivit, Madame Lefebvre continua en chuchotant. Il y a plus. Le docteur Dubois n'est pas n'importe quel médecin. C'est l'ancienne petite amie de Monsieur Marcus à l'université. Je les ai vus se rencontrer en secret au moins 2 fois par semaine. L'esprit d'Helena tourbillonnait. Nous avons besoin de preuves, de vraies preuves, pas seulement des dessins et des soupçons. J'y travaille déjà. Madame Lefebvre sourit avec gravité. Vous vous souvenez de ces caméras qu'ils ont installées partout? Vieux Peterson, mon mari, il s'occupait de toute la maintenance de sécurité avant sa mort. Il m'a appris 1 ou 2 choses sur l'endroit où les fichiers de sauvegarde sont conservés. Pour la première fois, Helena ressentit de l'espoir. Avec l'aide de Madame Lefebvre, elle pourrait peut-être avoir une chance. Mais leur conversation discrète fut entendue par quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui observait Helena et Sophia depuis leur arrivée. Quelqu'un qui avait ses propres raisons de vouloir que la vérité soit révélée. Le lendemain matin, Helena trouva une clé USB cachée dans son chariot de nettoyage. Elle contenait des semaines d'images de vidéosurveillance de la chambre de Victor, montrant tout, et une note d'un ami qui sait ce que c'est que d'être trahi par Marcus de la Croix. Les pièces du puzzle se mettaient en place. Mais comme Helena allait bientôt l'apprendre, avoir des preuves et pouvoir les utiliser étaient 2 choses très différentes. Surtout lorsque les personnes contre lesquelles vous vous battez ont tout à perdre. Le matin où tout a commencé, à se défaire a commencé par un cri. Helena se précipita dans la chambre de Victor pour trouver Isabella en colère, son sac à main griffant frénétiquement, tandis qu'elle affrontait le docteur Dubois. « Que voulez-vous dire par « il développe une résistance » ? Ce n'est pas possible. La manucure parfaite d'Isabella piquait la poitrine du médecin. Vous m'aviez promis que cela le garderait gérable. Baissez la voix, siffla le docteur Dubois, lançant un regard nerveux vers l'entrée où se tenait Helena. Nous avons du public. Isabella se retourna, son visage changeant instantanément en un masque de chagrin. Oh, Helena, Dieu merci, vous êtes là. Victor a été tellement agité aujourd'hui. Le docteur Dubois pense que nous devrons peut-être ajuster ses médicaments. Helena fit semblant de ne pas remarquer les regards significatifs qui se croisaient entre les 2 femmes. Bien sûr, mademoiselle Moreau. Voulez-vous que je revienne plus tard? Non, restez, dit rapidement le docteur Dubois. Je dois documenter sa réaction à la nouvelle dose. Le cœur d'Helena s'emballa lorsqu'elle vit le docteur Dubois préparer le médicament. Grâce aux images de vidéosurveillance de la clé USB, elle savait exactement ce qu'il y avait dans ces seringues, et ce n'était pas ce qui était indiqué dans les dossiers médicaux officiels de Victor. Mais aujourd'hui était différent. Alors que le docteur Dubois s'approchait avec la seringue, la main de Victor se lança soudainement, faisant tomber le médicament de l'autre côté de la pièce. « Victor !» cria Isabella sautant en arrière. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Helena se déplaça rapidement pour nettoyer le renversement, secrètement ravie. La dose réduite au cours des derniers jours, grâce au déversement accidentel de Sophia et aux interruptions soigneusement programmées de Madame Lefebvre, fonctionnait. Victor devenait plus fort. « Je vais devoir le sédater, » dit le docteur Dubois, en cherchant son sac médical. « Non, » s'écria Helena, puis plus calmement. « Je veux dire, peut-être essaye-t-il de nous dire quelque chose. D'après mon expérience, l'agitation est parfois un signe de progrès. »« Progrès » Isabella rit froidement. « Chère, vous êtes une femme de ménage qui joue à l'infirmière. Laissez les opinions médicales aux professionnels. » Mais les yeux de Victor étaient clairs et concentrés pour la première fois depuis des mois. Il regardait directement Helena et elle pouvait voir le désespoir dans son regard. Cet après-midi-là, Helena reçut un message urgent de Madame Lefebvre. « Rendez-vous. Ce soir, salle de stockage du sous-sol, apportez tout. » À minuit, Helena descendit furtivement au sous-sol, serrant la clé USB et les dessins de Sophia. Madame Lefebvre était déjà là, ainsi qu'un invité surprise. James Chen, l'ancien chef de la sécurité de Victor. « C'est moi qui vous ai laissé la clé USB, » dit James sans préambule. « J'enquête sur Marcus, depuis qu'il m'a licencié juste après l'accident de Victor. » Madame Lefebvre sortit un gros dossier. « Dites-lui ce que vous avez trouvé. » James étalait plusieurs documents sur une vieille table. L'accident n'était pas un accident. Marcus a engagé quelqu'un pour saboter la voiture de Victor. Le plan était simplement de le blesser suffisamment pour le tenir à l'écart du bureau pendant quelques semaines, assez longtemps pour que Marcus puisse arrêter la fusion. Mais
Quelque chose a mal tourné, ajouta Madame Lefebvre. Les freins ont complètement lâché. Victor aurait dû mourir dans cet accident. Elena se sentit malade. Isabella est-elle au courant? Isabella? James rit amèrement. Elle a participé à la planification, regardez ça. Il joua un enregistrement sur son téléphone. La voix d'Isabella passa clairement. Assurez-vous simplement que cela se produise avant le mariage. Je ne signe aucun contrat prénuptial et je ne vais pas passer ma vie avec un homme qui se soucie plus de son entreprise que de son statut social. Nous avons assez de preuves pour aller à la police, dit Elena. La police? Madame Lefebvre secoua la tête. Mademoiselle, la moitié de la force est dans la poche de Marcus. Nous avons besoin de quelque chose de plus grand. Quelque chose de public. L'Assemblée générale des actionnaires, dit soudainement James. C'est dans 3 jours. Tous les principaux investisseurs et membres du conseil d'administration y seront. Marcus prévoit de l'utiliser pour prendre officiellement le contrôle de l'entreprise. L'esprit d'Elena s'emballa. Si Victor pouvait y apparaître, montrer à tous qu'il a été drogué, trop dangereux, interrompit Madame Lefebvre. Ils ne le laisseront jamais sortir de la maison. Alors nous apportons les preuves à la réunion, insista Elena. Les enregistrements, les dossiers médicaux, tout. Ils vous arrêteront avant même que vous n'ayez franchi la porte, avertit James. Pas si nous avons de l'aide. Elena sourit. Sophia s'est liée d'amitié avec la fille du gardien de sécurité. Il la laisse parfois jouer dans la salle de surveillance. Et demain, c'est la journée portes ouvertes à l'entreprise. Soudain, une alarme retentit dans le château. « Alarme incendie !» dit Madame Lefebvre, mais ses yeux étaient suspects. Ils se précipitèrent à l'étage pour trouver de la fumée provenant de l'aile est, juste là où se trouvait la chambre d'Elena. « Sophia !» cria Elena en courant vers les escaliers. Mais Sophia n'était pas dans leur chambre. Elle était dans la chambre de Victor, cachée sous son lit. Elle avait entendu Isabella au téléphone, ordonnant à quelqu'un de s'occuper du problème ce soir. Alors que les camions de pompiers arrivaient et que le personnel évacuait, personne ne remarqua le docteur Dubois entrant dans la chambre de Victor avec une seringue chargée. Personne sauf Sophia, qui avait tout vu de sa cachette. Et personne, pas même Elena, ne savait que Sophia avait réussi à échanger le sac médical du docteur Dubois avec un sac identique rempli de solutions salines inoffensives. Les 24 heures suivantes allaient tout changer. Mais d'abord, il devait en survivre à la nuit. La fumée emplissait les couloirs du château, tandis que les pompiers se précipitaient. Elena lutta contre les agents de sécurité qui essayaient de l'escorter dehors. « Ma fille! Je dois trouver ma fille! Mademoiselle Dubois !» James Chen lui saisit le bras. Sophia est en sécurité. Elle est avec Victor. Le soulagement d'Elena se transforma en horreur. Mais le docteur Dubois est entré là-dedans avec une seringue. Dans la chambre de Victor, Sophia se blottissait sous le lit, serrant fort M. Trompe. Elle regardait les pieds du docteur Dubois se déplacer dans la pièce. « Alors, Victor, disait le médecin, ce n'est qu'une précaution. On ne peut pas vous laisser faire une scène pendant toute cette excitation. » Mais lorsqu'elle essaya d'injecter le médicament, rien ne se produisit. Elle essaya une autre seringue. Rien. Quoi? Ce n'est pas possible. Le docteur Dubois fouilla frénétiquement dans son sac médical. Sophia sourit dans l'obscurité. Le faux sac qu'elle avait échangé, rempli d'eau et de colorants alimentaires pour ressembler à du médicament, avait parfaitement fonctionné, tout comme dans son film d'espionnage français préféré. Le faux sac qu'elle avait échangé, rempli d'eau et de colorants alimentaires pour ressembler à du médicament, avait parfaitement fonctionné, tout comme dans son film d'espionnage français préféré. Victor était bouleversé, vraiment bouleversé. Sans drogue dans son organisme pour la première fois depuis des mois, il était enfin assez fort. Ses doigts se refermèrent autour du poignet du docteur Dubois. Le docteur poussa un cri, laissant tomber la seringue inutile. C'est alors qu'Elena entra en trombe avec Jason Martin et 2 pompiers. La scène qui s'offrait à eux était chaotique. Le docteur Dubois essayant de se dégager de l'emprise de Victor, le matériel médical éparpillé partout et Sophia rampant hors de dessous le lit avec un sourire triomphant. « Maman, je l'ai fait, j'ai échangé le mauvais médicament comme dans les films. » Le docteur Dubois pâlit. « Petite peste, sais-tu ce que tu as fait ?» Mais Elena n'écoutait pas. Elle observait Victor. Ses yeux étaient maintenant parfaitement clairs et sa bouche bougeait, essayant de former des mots. « Elena » réussit-il à murmurer. Isabella choisit ce moment pour apparaître sur le seuil de la porte, gardant malgré tout une allure impeccable malgré le chaos. Que se passe-t-il ici? Pourquoi Victor n'est-il pas évacué? Un des pompiers fit un pas en avant.
Madame, nous avons besoin que tout le monde quitte le bâtiment immédiatement. Nous avons trouvé des preuves de sabotage intentionnel du système électrique dans l'aile est. Le visage d'Isabella changea une fraction de seconde, un éclair de culpabilité rapidement dissimulé. Bien sûr, Docteur Dubois, aidez le personnel à déplacer Victor vers le pavillon d'hôte. Non, le mot vint de Victor lui-même, plus fort cette fois. Tout le monde se figea. Plus de drogue. La voix de Victor était rauque, mais ses mots étaient clairs. Elena, reste. Le masque parfait d'Isabella se fissura. Victor, mon chéri, tu es confus. La fumée, il n'est pas confus, intervint Sophia. Il va mieux parce que j'ai remplacé le médicament du méchant docteur par de l'eau. Et je t'ai vu, mademoiselle Moreau. Tu étais au téléphone en train de dire à quelqu'un de mettre le feu. Comment oses-tu? Isabella s'avança vers Sophia, la main levée. Petite, mais elle ne put finir sa phrase. Victor, avec une force que personne ne pensait lui rester, se redressa dans son lit. Touche-la, et je te ferai arrêter. Les pompiers échangèrent des regards. L'un d'eux parla dans son talkie-walkie. Chef, nous allons avoir besoin de la police ici, et peut-être de quelqu'un du bureau du procureur de la République de Paris. Isabella recula vers la porte. C'est ridicule. J'appelle Marcus. Déjà là, ma chère sœur. Marcus Delacroix apparut sur le seuil, sa confiance habituelle ayant disparu. Et j'ai bien peur que nous ayons un problème. La police vient de trouver des documents très intéressants dans ta chambre pendant l'évacuation. Veux-tu bien expliquer pourquoi tu possèdes des instructions détaillées pour saboter les freins? Le visage d'Isabella devint blanc. Tu m'avais promis de les détruire. Eh bien, sourit Marcus froidement, un homme d'affaires intelligent prend toujours des assurances. Et là, j'ai bien peur que tu sois devenu un boulet. Espèce de salaud. Isabella se jeta sur Marcus, ses ongles griffant son visage. Nous avions un marché. Les pompiers se déplacèrent rapidement pour les séparer. Dans le chaos, personne ne remarqua Sophia glissant le téléphone du docteur Dubois dans la main de Jason Martin. Le téléphone rempli de messages et d'enregistrements compromettants. Alors que la police arriva et commença à recueillir des témoignages, Elena s'assit au chevet de Victor, tenant sa main. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-elle doucement. « Depuis combien de temps étais-tu conscient ?»« Des mois, » murmura-t-il, piégé dans mon propre corps, les regardant voler tout. Sophia grimpa sur le lit, faisant attention de ne pas déranger les tubes ou les fils de Victor. « Ne t'inquiète pas, monsieur Delacroix. Maman et moi allons t'aider à redevenir fort, et monsieur Trunks peut rester avec toi jusqu'à ce que tu ailles mieux. » Victor réussit un petit sourire. « Merci, vous deux. » Sa main se serra légèrement autour de celle d'Elena. « Restez? Nous resterons, promit Elena, les larmes aux yeux, aussi longtemps que tu en auras besoin. » Mais leur calvaire n'était pas terminé. Dans le pavillon d'hôte, où le personnel avait été évacué, Madame Lefebvre faisait une découverte. Horrible. Cachée dans le bureau privé de Marcus, se trouvaient des preuves de quelque chose de pire encore que la tentative d'assassinat contre Victor. Et dans son bureau de l'autre côté de la ville, le docteur Dubois passait un appel, téléphonique frénétique à quelqu'un dont l'identité allait ébranler les fondements mêmes de l'Empire de la Croix. L'incendie était éteint, mais les vraies flammes commençaient tout juste à monter. Les mains de Madame Lefebvre tremblaient alors qu'elle examinait les documents éparpillés sur le bureau de Marcus dans le pavillon d'hôte. 30 ans de service auprès de la famille Delacroix ne l'avaient pas préparé à cela. « Oh, monsieur Victor, murmura-t-elle, votre père n'est pas mort d'une crise cardiaque après tout. » Les papiers racontaient une histoire qui remontait à plusieurs décennies. Robert Delacroix, le père de Victor et de Marcus, avait découvert quelque chose de terrible sur les débuts de l'entreprise. Quelque chose concernant la véritable source de la fortune familiale. La porte du pavillon d'hôte grinça. Madame Lefebvre rassembla rapidement les papiers, mais elle ne fut pas assez rapide. « Vous cherchez quelque chose ?» Marcus se tenait sur le seuil, son apparence habituellement impeccable, décoiffée par sa rencontre avec Isabella. « Monsieur, Marcus, je faisais juste le ménage. Pas la peine. » Il entra dans la pièce, fermant la porte derrière lui. « Vous savez, je me suis toujours demandé pourquoi mon père vous faisait tant confiance. Maintenant, je sais. Vous l'aidiez à enquêter sur l'histoire de l'entreprise, n'est-ce pas ?» Madame Lefebvre releva le menton. « Votre père était un homme bien, il voulait réparer les choses. »« Réparer ?» Marcus rit amèrement. « Avez-vous une idée de ce qui arriverait si les gens savaient d'où vient vraiment notre argent? Combien de vies seraient détruites? »« Des vies ont déjà été détruites, » dit Madame Lefebvre fermement. « Votre père le savait. C'est pourquoi il allait tout avouer. Et c'est pourquoi il a dû mourir. » La voix de Marcus était froide
Tout comme Victor devra disparaître définitivement maintenant que le plan de la drogue a échoué. Aucun d'eux n'avait remarqué Sofia debout sur le balcon, à l'extérieur de la fenêtre du bureau. Les yeux de la petite fille s'écarquillèrent lorsqu'elle enregistra tout sur le téléphone portable de sa mère, exactement comme Elena lui avait appris à le faire en cas d'urgence. De retour dans la maison principale, Elena aidait Victor à faire sa première vraie séance de kinésithérapie depuis des mois. Sans les drogues dans son organisme, sa force naturelle commençait à revenir. « Doucement », dit Elena doucement, alors que Victor luttait pour s'asseoir. « Tes muscles ont besoin de temps pour se souvenir. »« Pas le temps », réussit à dire Victor. « Assemblée générale des actionnaires. Demain, tu n'es pas encore assez fort. Je dois l'être. » Sa main trouva la sienne. « Elena, il y a quelque chose que tu dois savoir. » Mais avant qu'il puisse continuer, le docteur Dubois entra en trombe dans la pièce, flanqué de 2 policiers. « La voilà !» Le docteur pointa Elena du doigt. « Arrêtez-la. Elle a pratiqué la médecine sans autorisation et a mis en danger mon patient. » Elena sentit son cœur s'arrêter alors qu'un des policiers s'avançait avec des menottes. « Attendez !» Une nouvelle voix retentit de la porte. Une grande femme en costume chair entra, suivie de Jason Chen. « Madame Morrison, procureur. »« De la République », reconnut un des policiers. « Ces mandats d'arrêt sont annulés », dit fermement la procureure. « Nous avons des preuves que le docteur Dubois a administré délibérément des combinaisons dangereuses de médicaments sous la direction de Marcus Delacroix. » Le visage du docteur Dubois pâlit. « Vous ne pouvez rien prouver. »« En fait, si, » dit Jason Martin en levant son téléphone. « Vous devriez vraiment faire plus attention à la conservation de messages compromettants. » « Et ce n'est pas tout, » continua la procureure. Elle se tourna vers Victor. « Monsieur Delacroix, nous enquêtons sur la mort de votre père. Je crois que vous voudrez voir cela. » Elle déposa une série de photographies sur son lit. Elle montrait Robert Delacroix rencontrant secrètement des enquêteurs de la DGSI quelques jours avant sa mort. La main de Victor tremblait lorsqu'il toucha les photos. « Père, savez, il travaillait avec nous, » expliqua la procureure. « Il avait des preuves de décennies d'activités criminelles au sein du groupe Bouygues. Blanchiment d'argent, fraude, voire des liens avec la traite des êtres humains par le biais de sociétés écrans. » Elena haleta. C'était plus important que ce que quiconque avait imaginé. Soudain, Sofia entra courant dans la pièce, essoufflée. « Maman, monsieur Delacroix, le méchant frère, il a tué son papa. Je l'ai entendu le dire à Madame Lefebvre. » Avant que personne ne puisse réagir, un coup de feu retentit. Par la fenêtre, ils purent voir Marcus traîner Madame Lefebvre vers une voiture en attente. « Que personne ne bouge !» La voix de Marcus porta à travers la pelouse. « Sinon, la vieille dame meurt. » Mais il n'avait pas compté sur une chose, la loyauté du personnel du château. Alors que Marcus essayait de forcer Madame Lefebvre à monter dans la voiture, il fut soudainement encerclé par des jardiniers, des agents de sécurité et des employés de maintenance. Toutes des personnes qui avaient servi la famille pendant des années. Toutes des personnes qui avaient aimé Robert Delacroix et respecté Madame Lefebvre. « C'est fini, monsieur Marcus, » dit Antoine, le jardinier, ses sécateurs pointés comme une arme. « Lâchez-la !» Marcus regarda autour de lui, avec fureur, réalisant qu'il était pris au piège. Dans son moment de distraction, Madame Lefebvre agit. Avec une force surprenante pour son âge, elle lui marcha sur le pied et lui donna un coup de coude dans les côtes, comme elle l'avait vu dans ses séries policières françaises préférées. L'arme vola. Marcus tomba sous un tas de membres, du personnel en colère. Alors que la police emmenait Marcus menotté, Madame Lefebvre se précipita dans la chambre de Victor, serrant les documents qu'elle avait trouvés. « Vous devez voir ça, » dit-elle en les déposant sur son lit. « Votre père vous a laissé une lettre. Il savait qu'il pourrait le tuer. Mais il voulait que vous connaissiez la vérité. Et il voulait que vous répariez les choses. » Victor regarda les papiers, puis Elena, puis Sofia qui était blottie dans un fauteuil avec Monsieur Trunks. « Nous allons réparer les choses, » dit-il, sa voix plus forte que jamais. « Ensemble. » Mais même si la justice semblait à portée de main, personne ne remarqua le docteur Dubois s'échappant pendant le chaos. Elle avait une autre carte à jouer, une carte qui mettrait encore une fois la vie de tout le monde en danger. Le docteur Dubois traversa les rues sombres de Paris, ses ongles parfaitement manucurés serrant le volant. L'œuvre de toute sa vie s'effondrait, mais elle avait une dernière chance de tout réparer. Elle arriva à un motel délabré en périphérie de la ville. Chambre 237. À l'intérieur attendait la personne qui avait tout commencé il y a 25 ans. « Je me demandais quand vous arriveriez, » dit une voix rauque lorsqu'elle entra. « C'est fini, père, » dit le docteur Dubois à l'homme assis dans l'ombre.
Ils savent tout sur Marcus, sur l'histoire de l'entreprise. Richard Dubois se pencha en avant, son costume cher contrastant fortement avec la chambre miteuse. Tout? Ma chère, ils n'en savent que la moitié. Qui pensez-vous a aidé Robert Delacroix à bâtir son empire au départ? Qui pensez-vous lui a présenté les bonnes personnes? Mais pourquoi m'avoir fait aider Marcus à essayer de tuer Victor? Parce que Victor ressemble trop à son père, trop honnête, trop disposé à jeter tout ce que nous avons construit. Richard se leva. Mais nous avons encore une carte à jouer. De retour au château, Elena aidait Victor à s'habiller pour l'assemblée générale des actionnaires. Sa force revenait rapidement maintenant que les drogues étaient ressorties de son organisme, mais il avait encore besoin de soutien. « Êtes-vous sûr de cela ?» demanda Elena en ajustant sa cravate. « Vous avez tellement souffert. » Victor prit sa main, la tenant contre sa poitrine. « Je dois les affronter. Pour mon père. Pour la vérité. » Il fit une pause, la regardant dans les yeux. « Pour nous. » Sophia entra en courant dans la pièce vêtue de sa robe de fête préférée. « Maman, Monsieur Delacroix, regardez ce que Madame Lefebvre m'a donné. » Elle montra une vieille photographie. Elle montrait une Madame Lefebvre beaucoup plus jeune debout à côté de Robert Delacroix. Ils souriaient tous les deux à la caméra. Et entre eux se tenait un petit garçon, Victor. Madame Lefebvre dit que cette photo a été prise le jour où votre papa a décidé de tout changer, dit Sophia. Elle dit qu'il voulait réparer les choses à cause de vous. Victor prit la photo de main tremblante. Je me souviens de ce jour. Père venait de découvrir ce que ses associés faisaient vraiment avec les compagnies maritimes outre-mer. La traite des êtres humains, dit Elena doucement. C'est ce qu'a dit la procureure. Oui, Père voulait sortir. Il rassemblait des preuves, prévoyant de tout révéler. La voix de Victor devint plus forte. Lorsque j'ai repris la direction générale, j'ai commencé à trouver des irrégularités dans les livres. C'est pourquoi j'ai poussé pour la fusion. Cela aurait signifié une restructuration complète des auditeurs externes. Et Marcus ne pouvait pas laisser cela arriver, termina Elena. Soudain, Madame Lefebvre entra en courant dans la pièce. Allumez la télévision. Vite! Les informations locales montraient des images en direct. Le docteur Dubois se tenait à un pupitre, les larmes coulant sur son visage. Je ne peux plus garder le silence, disait-elle. Les blessures de Victor Delacroix suite à l'accident l'ont rendu mentalement instable. Dans son état paranoïaque, il lance des accusations folles contre sa famille. Pour sa propre sécurité et celle des autres, il doit être interné en soins psychiatriques. Cette menteuse, commença Elena, mais Victor serra sa main. Attendez, regardez derrière elle. À l'arrière-plan des images d'actualité, partiellement cachées par les ombres, se tenait un homme plus âgé en costume cher. Richard Dubois, murmura Victor. Le père du docteur Dubois. Il était l'associé d'affaires originales de mon père. Celui qui lui a présenté les trafiquants d'êtres humains, ajouta Madame Lefebvre. Votre père m'a tout raconté avant de mourir. Sophia, qui jouait tranquillement avec Monsieur Trunks, prit soudainement la parole. Est-ce l'homme de la photo sur le téléphone de la méchante docteur? Tout le monde se tourna pour la regarder. Quelle photo, mi amor? Demanda Elena. Celle qu'elle regarde tous les soirs avant de passer ses appels secrets. Debout auprès du père de Victor, mais il a l'air furieux. Et il y a du rouge sur ses mains. Le visage de Victor pâlit. Sophia, quand as-tu vu cette photo? Le soir où j'ai échangé les sachets de médicaments. J'ai utilisé le téléphone de la méchante doctoresse pour jouer à mon jeu et j'ai vu plein de photos. Celle-ci était dans un dossier intitulé « Assurance ». James Chen, qui gardait discrètement la porte, entra en action. Si le docteur Dubois possède des preuves photographiques de la nuit où Robert Delacroix est mort, c'est pour ça qu'elle passe à l'acte maintenant, réalisa Victor. Elle n'essaie pas de me discréditer, elle menace son propre père. Si elle tombe, elle l'entraînera avec elle. L'Assemblée générale des actionnaires commence dans 1 heure, dit Madame Lefebvre. Ils seront tous là, les membres du conseil d'administration, les investisseurs, la presse. Et Richard Dubois, termina Victor. Il devra être là pour protéger ses intérêts. Il fit un effort pour se redresser. Elena, j'ai besoin de ton aide. Une dernière fois. Elena regarda les visages déterminés autour d'elle. Victor, de plus en plus fort à chaque minute. Sophia serrant Monsieur Trompette avec une loyauté féroce. Madame Lefebvre, détentrice de secrets vieux de plusieurs décennies, et James prêt à se battre. Pas la dernière fois, dit-elle fermement. La première fois, en famille. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le docteur Dubois avait un autre secret. Un secret qui transformerait l'Assemblée générale des actionnaires en un champ de bataille où non seulement l'entreprise, mais des vies seraient en jeu. Et tout cela tournait autour d'une clé USB cachée au dernier endroit où l'on penserait à chercher,
à l'intérieur de Monsieur Trompette, l'éléphant en peluche, adoré de Sophia. Le centre de conférence du groupe Bouygues bourdonnait de tension. Les membres du conseil d'administration, les actionnaires et les journalistes, remplissaient la salle immense se posant tous la même question. Que se passerait-il lorsque Victor Delacroix apparaîtrait enfin? Le docteur Dubois se tenait près du pupitre, vérifiant nerveusement son téléphone. Son père, Richard Dubois, était assis au premier rang, calme et serein dans son costume à 1000 €, mais ses yeux ne cessaient de se porter vers les portes. « Un signe d'eux » murmura-t-il lorsque sa fille passa à côté. « Rien » répondit-elle à voix basse. Mais la voiture de Victor vient d'arriver. Pendant ce temps, dans le parking souterrain en dessous, Elena aida Victor à sortir de la voiture. Ses jambes étaient maintenant stables, mais ils avaient apporté un fauteuil roulant au cas où. Sophia serrait Monsieur Trompette fermement, tandis que Madame Lefebvre et James Chen les flanquaient de manière protectrice. « Souvenez-vous du plan, dit James calmement. Nous devons amener Richard Dubois à se compromettre avant qu'il ne réalise ce qui se trouve sur cette clé USB. Et protéger Sophia, ajouta Victor, sa main trouvant celle d'Elena. Quoi qu'il... Ça arrive là-haut. Elena serra sa main. Mi à mort, reste près de moi, murmura-t-elle à Sophia. Quoi que tu entendes ou vois, ne lâche pas, Monsieur Trompette. Ils prirent l'ascenseur de service, comme prévu, mais lorsque les portes s'ouvrirent, ils trouvèrent Isabella Moreau qui les attendait. Eh bien, dit-elle, sa robe de créateur étant impeccable malgré sa nuit en prison. On dirait que la bande est au complet. Vous êtes censé être en garde à vue, fit James en s'avançant. Les avocats de papa sont très bons. Isabella sourit froidement. Et très cher. En parlant de dépenses, elle leva son téléphone. Quelqu'un vient de transférer 10 millions d'euros des comptes Delacroix. Je me demande qui pourrait y avoir accès. Par les portes de la salle de conférence, il pouvait entendre le docteur Dubois commencer sa présentation. Mesdames et messieurs, en tant que médecin personnel de Monsieur Delacroix, il est de mon devoir de vous informer que son comportement récent a été préoccupant. Ça commence, dit Victor. Nous devons y entrer. Oh, vous n'allez nulle part. Isabella bloqua leur chemin. Pas avant quoi? Sophia prit soudainement la parole. Avant que vous blessiez d'autres personnes, comme vous avez blessé le papa de Monsieur Delacroix. Le sourire parfait d'Isabella vacilla. De quoi parle-t-elle? Montre-lui. Mis à mort, dit Elena doucement. Sophia leva Monsieur Trompette. La méchante doctoresse a mis quelque chose dans mon éléphant. Elle a dit que c'était un secret, mais je l'ai vu le faire. Et je l'ai entendu parler au téléphone de photos de toi avec le vieil homme en costume chic. Le visage d'Isabella devint blanc. C'est impossible. Richard Dubois a promis que ces photos avaient été détruites. Compris, dit James calmement, enregistrant tout sur son téléphone. Isabella réalisa son erreur trop tard. Avec un grognement, elle se jeta sur l'éléphant en peluche. Mais Sophia fut plus rapide. Elle lança Monsieur Trompette à Madame Lefebvre, qui l'attrapa avec une agilité surprenante. « Maintenant !» cria Victor. Les portes de la salle de conférence s'ouvrirent en grand. Elena poussa le fauteuil roulant de Victor directement vers le pupitre, Sophia courant à leur côté. Madame Lefebvre et James empêchèrent Isabella de les suivre. Le docteur Dubois s'arrêta au milieu d'une phrase, les yeux fixés sur Victor, le choc apparent sur son visage. La salle éclata en soupirs et en flashs d'appareils photo. « Mesdames et messieurs !» La voix de Victor résonna, claire et forte. « Je crois que le docteur Dubois était sur le point de vous parler de mon état mental. Mais d'abord, parlons de ce qui se passe vraiment chez le groupe Bouygues depuis 30 ans. » Richard Dubois se leva. « C'est ridicule. Sécurité. La sécurité n'arrive pas, » annonça James de l'entrée. « Ils travaillent pour moi maintenant. Tous. » Victor continua, sa main retrouvant celle d'Elena. « Il y a 25 ans, mon père a découvert quelque chose de terrible. Son entreprise, construite avec l'aide de son partenaire de confiance Richard, Dubois servait de façade pour le trafic d'êtres humains. » D'autres soupirs de la foule. Le docteur Dubois commença à se diriger vers une porte latérale. « N'y pensez même pas !» résonna la voix de Madame Lefebvre. Elle leva Monsieur Trompette. « À moins que vous ne vouliez que tout le monde voie ce qu'il y a à l'intérieur de ce petit bonhomme. Lorsque mon père a menacé de tout révéler, continua Victor, il a été assassiné par les mêmes personnes qui ont ensuite tenté de me tuer, les mêmes personnes qui m'ont drogué et emprisonné dans ma propre maison. »« Des mensonges !» cria Richard Dubois. « Il est dément. Le suis-je » Victor fit un signe de tête à James qui connecta son téléphone au système audio de la salle. La voix d'Isabella remplit la salle. Richard Dubois a promis que ses photos avaient été détruites. Puis vint l'enregistrement du pavillon d'hôte.
Marcus confessant à Madame Lefebvre le meurtre de leur père. Enfin, la propre voix du docteur Dubois depuis son téléphone. « Papa, s'ils m'arrêtent, je leur montre tout. Les photos de la nuit où Robert est mort, les comptes offshore, tout. » Richard Dubois se jeta sur le pupitre, mais Elena se plaça devant Victor. Sophia, faisant preuve du même courage qui avait contribué à sauver Victor, tendit le pied. Le puissant Richard Dubois, architecte de décennies de crimes, trébucha et tomba à plat ventre. La salle explosa dans le chaos. Les reporters se précipitèrent en avant, les appareils photos flashant. La sécurité arrêta Richard Dubois, le docteur Dubois et Isabella. Les membres du conseil d'administration posèrent des questions à voix haute. Mais Victor n'avait Dieu que pour Elena et Sophia. « Je n'aurais rien pu faire de tout cela sans vous, » dit-il doucement. « Ni l'une ni l'autre. » Sophia lui sourit. « Est-ce que ça veut dire que tu vas épouser maman maintenant ? Parce que Madame Lefebvre dit que tu la regardes de la même façon que les princes regardent les princesses dans mes livres. » Elena rougit, mais Victor sourit. « Eh bien, Monsieur Trompette a déjà donné son approbation. Qu'en dis-tu, Elena ? Prête à m'aider à reconstruire cette entreprise correctement ? En famille ?» Avant qu'Elena ne puisse répondre, un coup de feu retentit. Le docteur Dubois s'était libéré, s'emparant de l'arme d'un agent de sécurité. « Ce n'est pas fini !» cria-t-elle, visant Victor. Mais elle n'avait pas compté sur une chose, l'amour d'une mère protégeant sa famille. Le temps sembla s'arrêter lorsque le doigt du docteur Dubois se serra sur la détente. Elena n'y pensa pas. Elle réagit simplement, se jetant devant Victor. Mais le coup de feu ne partit jamais. Au lieu de cela, il y eut un bruit sourd. Tout le monde se tourna pour voir le docteur Dubois étendu par terre, Madame Lefebvre debout au-dessus d'elle, Monsieur Trompette à la main. « Je jouais au softball à l'université », dit calmement la vieille gouvernante, tenant toujours l'éléphant en peluche comme une arme. « Je n'ai jamais perdu mon coup. » La sécurité arrêta rapidement le docteur Dubois, tandis que Sophia courait, pour embrasser sa mère et Victor. « L'éléphant !» hurla le docteur Dubois. « Donnez-moi cet éléphant !» Mais il était trop tard. James avait déjà récupéré la clé USB cachée à l'intérieur de Monsieur Trompette et les agents de la DGSI affluaient dans la salle. « Victoria Dubois », annonça un agent. « Vous êtes arrêté pour complot en vue d'assassinat, tentative de meurtre, faute professionnelle médicale et une vingtaine d'autres chefs d'accusation que nous réglerons plus tard. » Alors qu'il l'emmenait, le docteur Dubois regarda son père se faire menotter. « Papa, aidez-moi. » Mais Richard Dubois ne fit que ricaner. « Tu es aussi faible que ta mère l'était. » « En fait, » intervint Madame Lefebvre, « Margaret Dubois n'était pas du tout faible. Elle travaillait avec Robert Delacroix pour tout révéler. C'est pour ça qu'elle a disparu il y a toutes ces années. N'est-ce pas, Richard ?» Le visage de Richard Dubois pâlit. « Comment pouvez-vous possiblement… » « Parce que je l'ai aidée à s'échapper, » sourit Madame Lefebvre. « Elle vit en Bretagne depuis toutes ces années, en rassemblant des preuves. D'où pensez-vous que cette clé USB provient vraiment ?» Le docteur Dubois regarda son père, le choc apparent sur son visage. « Tu m'as dit que maman nous avait abandonnés. Elle sera là demain, » ajouta Madame Lefebvre doucement, « pour témoigner contre votre père et pour vous voir si vous êtes prête à entendre la vérité. » Alors que la DGSI emmenait les derniers conspirateurs, les reporters se précipitèrent en avant. Mais Victor leva la main. « Je ferai une déclaration complète demain. Pour l'instant, il y a quelque chose de plus important que je dois faire. » Il se tourna vers Elena, prenant ses deux mains dans les siennes. « Elena Dubois, tu m'as sauvé la vie de plus de façons que je ne peux le compter. Tu m'as montré à quoi ressemblait le véritable amour, pas les jeux de société superficiels auxquels Isabella jouait, mais un amour vrai et profond qui risque tout pour quelqu'un d'autre. » Il s'agenouilla, faisant pousser un soupir de joie à Sophia. « Je sais que cela peut paraître rapide pour tout le monde, mais lorsque vous passez des mois piégés dans votre propre corps, conscient de tout, mais incapable de parler, vous apprenez à reconnaître ce qui est réel. Et ce que nous avons, ce que toi, moi et Sophia avons, c'est plus réel que tout ce que j'ai jamais connu. » Des larmes coulaient sur le visage d'Elena, tandis que Victor sortait une bague, pas un diamant de société tape à l'œil comme celui d'Isabella, mais une simple et élégante bague ayant appartenu à sa mère. « M'épouseras-tu, vous deux ?» sourit-il à Sophia. « M'aideras-tu à construire quelque chose de nouveau, quelque chose de bon ?»« Dis oui, maman !» Sophia sautillait. « Dis oui !» Elena regarda le visage radieux de sa fille, le sourire entendu de Madame Lefebvre, James essayant de faire semblant de ne pas pleurer. « Oui !» murmura-t-elle. « Oui à tout. » 1 an plus tard, le château de Fontainebleau était transformé. Les froides salles de marbre et les salons formels avaient disparu. Maintenant, les rires d'enfants résonnaient dans des pièces lumineuses remplies de fleurs.
L'entreprise avait également changé. Sous la direction de Victor et Elena, le groupe Bouygues était devenu une force pour le bien, utilisant ses ressources pour lutter contre le trafic d'êtres humains et soutenir les survivants. Sophia avait transformé son expérience en un livre pour enfants, Monsieur Trompette sauve la journée, qui devenait un best-seller surprise. Tous les bénéfices étaient reversés à des œuvres caritatives pour enfants. Madame Lefebvre dirigeait toujours la maisonnée, mais maintenant, elle le faisait depuis un bureau confortable à côté de la cuisine, où elle pouvait surveiller la cuisine et les nombreux enfants qui participaient au nouveau programme de soutien de la Fondation. Isabella purgeait sa peine pour son rôle dans la conspiration, écrivant un livre de révélation que personne ne prévoyait de lire. Marcus avait témoigné contre ses complices et bénéficiait d'un programme de protection des témoins. Richard Dubois ne verrait plus jamais la liberté. Et le docteur Dubois, elle avait choisi une voie différente. Avec l'aide de sa mère, elle s'efforçait de réparer ses erreurs, utilisant ses compétences médicales dans un centre de réadaptation pour les survivants de la traite des êtres humains. Ce matin-là, Elena se tenait dans le jardin où elle et Victor venaient de renouveler leurs vœux pour leur premier anniversaire. Sophia, vêtue d'une robe de demoiselle d'honneur pour la deuxième fois, dansait parmi les roses avec Monsieur Trompette, maintenant légèrement abîmé, mais portant toujours fièrement son nœud papillon. Une pensée, Victor prit sa femme dans ses bras par derrière. « Je pensais simplement à combien les choses peuvent changer en un an, » sourit Elena. « À combien l'amour peut guérir même les blessures les plus profondes. Et comment parfois, ajouta Victor, les trésors les plus précieux peuvent être trouvés aux endroits les plus inattendus. Comme un éléphant en peluche, Sophia reste courant pour les embrasser tous les deux. Comme une petite fille courageuse et sa mère incroyable, corrigea Victor en soulevant Sophia. Qui m'a appris que le véritable amour n'est pas une question de pouvoir, d'argent ou de statut. C'est une question de famille, dit Sophia sagement. En parlant de famille, Elena plaça la main de Victor sur son ventre. Nous devrons peut-être donner à Sophia un nouveau titre bientôt. Que pensez-vous de grande sœur? Le cri de joie de Sophia pouvait probablement être entendu dans toute la ville. Au coucher du soleil sur le château de Fontainebleau, la lumière chaude tombait sur une famille qui avait été forgée dans l'adversité et renforcée par l'amour. Sur la cheminée, à côté des portraits formels et des photos de société, se trouvait un dessin d'enfant, une simple image d'un homme, d'une femme, d'une petite fille et d'un éléphant en peluche avec les mots « Ma famille » écrits au crayon. Et à l'endroit d'honneur, dans une vitrine spéciale dans le bureau de Victor, se trouvait Monsieur Trompette, veillant sur le bonheur qu'il avait contribué à créer, un gardien silencieux d'un amour qui avait conquis tout. Fin texte.